Toi qui regardes cette vidéo, est-ce que c'est parce que t'es en pleine préparation de ton tour du monde? Est-ce que t'es juste curieux d'avoir mon retour d'expérience et c'est peut-être juste une idée qui un jour deviendra réalité? Ou est-ce que tu veux avoir mon retour dans son ensemble et connaître mes projets futurs après un an en tour du monde? Dites-moi tout en commentaire et quoi qu'il en soit, je vais essayer de répondre à un maximum des questions que vous m'avez posées sur Instagram. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire et que la vidéo va être un peu longue, donc installe-toi confortablement et c'est parti! Alors je vais essayer de parler de l'avant, du pendant et de l'après. Donc la toute première étape, c'est déjà de décider de partir en tour du monde. Alors je dis tour du monde, mais en réalité j'ai fait un tour du continent américain. Costa Rica, Colombie, Guatemala, Mexique, Canada, Pérou, Bolivie, Chili, Argentine, Brésil. Alors oui, c'est pas du tout l'itinéraire le plus logique, mais en fait, moi mon itinéraire, je l'ai un peu improvisé au fil de l'eau. Et c'est ce que je voulais justement lâcher prise sur ces points-là parce que dans ma vie de tous les jours, j'étais hyper organisée et là je voulais pas ça. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement acheté mon billet d'avion de Paris jusqu'à San José, la capitale du Costa Rica. Et après ça, j'avais aucune idée d'où est-ce que j'allais aller et dans quel ordre. J'avais juste noté les pays que je rêvais de visiter un jour dans ma vie. Mais même pas forcément dans ce voyage-là, juste un jour dans ma vie. Et j'avais aussi noté surtout une liste de rêves. Donc plus des trucs par exemple, voir des animaux sauvages dans leur habitat naturel, ou rencontrer des locaux, ou faire des volontariats, aller à la rencontre de nouvelles cultures, goûter telle spécialité, faire du cheval, faire un trek, gravir un volcan... Voilà, ce genre de choses, mais sans mettre dans tel pays. Et du coup, donc j'ai pris mon premier vol pour le Costa Rica. Il s'est passé 1 mois et demi où j'ai appris à organiser comme ça au fil de l'eau. J'avais noté quelques endroits que j'avais envie de voir dans ce pays. Et j'ai organisé comme ça au fur et à mesure. Alors, avant de partir, c'est sûr, il y a plein de choses à préparer. Bon oui, c'est une certaine organisation, mais faut se détendre. On va faire les choses dans l'ordre. Je crois qu'avant le départ, on se prend vraiment trop la tête. On se dit que c'est insurmontable, qu'il y a trop de choses à faire, que c'est une montagne de trucs à réaliser avant le départ. Mais en fait ça va, on le fait par étapes, je vous rassure, tout le monde peut le faire. Les trucs les plus importants, c'est déjà s'assurer d'avoir un passeport qui sera valide pendant toute la durée, voire même 6 mois après la date du retour. Ensuite, vous assurez d'avoir les visas pour visiter les pays que vous envisagez. Moi, pour ma part, en Amérique latine, j'ai jamais été confrontée à des demandes de visas payantes, puisque à chaque fois, c'était souvent des visas de tourisme qui me permettaient de rester 90 jours, donc 3 mois maximum dans chaque pays. Après, il faut s'assurer d'avoir une bonne assurance voyage. Donc moi du coup j'en ai testé 2, j'ai testé Chapka et Gobayava. Chapka du coup c'était pendant toute la première partie de mon voyage. J'en ai eu besoin une fois, c'était au Costa Rica, donc au tout début, puisque j'ai eu un grain de beauté qui s'est infecté et donc j'ai dû voir un dermatologue qui, enfin ça coûtait au moins 100 ou 150 € et heureusement ils m'ont remboursé en totalité. Donc par contre, dès qu'il y a ce genre de problème de santé ou autre qui arrive, il faut garder toutes les preuves d'achat, même la copie de quand on a payé en carte bleue. Ensuite, il y a des documents à remplir, mais tout se fait sur l'application, donc en vrai c'est assez facile. Par contre, il y a eu un moment où donc il y a eu une personne de ma famille qui est tombée malade. C'est à ce moment-là que j'ai fait une demande de rapatriement en urgence. Moi j'étais au début en Bolivie quand ça s'est produit et finalement j'ai eu le temps de passer la frontière parce que mon but c'était de prendre un vol depuis l'Argentine parce qu'en Bolivie j'étais vraiment dans un endroit perdu. Il a fallu que je rentre, donc le temps que les démarches se fassent, et il y a pas mal de temps qui est passé. Donc je sais pas si volontairement ils ont fait durer le truc, mais au final, la personne de ma famille qui a été malade n'était plus assez malade, selon eux.
C'est-à-dire qu'elle n'était plus en danger de vie ou de mort. Il faut que ce soit dramatique, situation d'urgence pour qu'ils interviennent. Sauf que c'est eux qui ont fait traîner le truc. Moi j'ai envoyé tous les papiers en temps et en heure. Et au final, ils m'ont remboursé que le billet pour rentrer en France, mais pas le billet pour poursuivre mon voyage. Alors que normalement, dans les termes du contrat, c'était écrit billet de continuation du voyage inclus. Je vais pas cracher sur Chapka en tant que tel. Voilà, vous connaissez les assurances, hein, ils cherchent toujours à ne pas rembourser. Je pense que toutes les compagnies c'est comme ça. Moi c'est mon expérience perso. Je vous conseille vraiment de lire pas mal de retours, notamment sur le site du Tour du Mondiste. Et après quand j'ai repris mon voyage, du coup 2 mois plus tard, j'ai changé de compagnie d'assurance et je suis passée par GoBayava. Pour le coup j'en suis satisfaite mais j'en ai pas eu besoin. Mais je conseille vraiment d'avoir une assurance voyage parce que en fait en Tour du Monde, vous allez faire des choses dont vous ne savez même pas que vous en êtes capable. Vous allez gravir des volcans, vous allez faire des treks, vous allez prendre des transports incongrus. Donc je vous conseille vraiment d'avoir une assurance voyage. On continue sur les préparatifs. Donc une fois qu'on a ses papiers, ses visas et qu'on a son assurance voyage, ensuite il faut prévoir une banque en ligne qui permettra de retirer et de payer sans frais. Donc moi j'en avais 2, j'avais une carte Visa chez Boursorama Bank et une carte Mastercard chez Fortuneo. Comme ça j'étais sûre que si jamais un pays ou un endroit n'acceptait pas soit Visa soit Mastercard, j'avais les 2. Et je pense que c'est une sécurité d'en avoir 2 parce que bah au cas où si on la perd, si on se la fait voler ou je ne sais quoi, bah on en a une deuxième de secours. Une fois qu'on a fait tout ça, donc il faut réunir le budget nécessaire. Donc il faut savoir à peu près combien de temps vous souhaitez partir, 3 mois, 6 mois, 12 mois, et dans quoi vous avez envie de dépenser le plus d'argent. Et dans quoi, à l'inverse, vous pouvez avoir quelques restrictions, c'est les points sur lesquels vous pouvez économiser. Par exemple, moi je sais que j'ai économisé sur le logement puisque j'ai principalement dormi en auberge de jeunesse. Mais par contre, les postes de dépenses les plus importants, c'est le transport et c'est aussi les activités. Donc ça pour moi c'était pas dérangeant de dépenser plus d'argent dans des activités sensationnelles qui vont rester marquées et qui vont rester des souvenirs pour toujours. Donc pour le budget, voilà, il faut fixer une enveloppe et après c'est parti. Moi j'avais économisé au fil de l'eau puisque je travaille depuis que j'ai 16 ans, que j'ai toujours économisé un maximum d'argent. Je savais pas forcément pourquoi, mais je savais que je voulais voyager. J'ai tout fait pour que mon argent aille dans les voyages, dans les expériences de vie et pas dans le matériel. Et pendant le Covid, j'ai vachement économisé, donc au final, ça n'a pas été un souci pour moi. J'avais l'enveloppe que je me fixais pour ce voyage d'1 an, à savoir 15 000 €. Ensuite, la dernière étape, c'est le côté sanitaire. Donc j'ai fait tous les rendez-vous médicaux qu'il fallait faire, les vaccins. Moi j'ai vu une docteure spécialisée dans le voyage, dans le tourisme, et du coup c'est elle qui m'a dit voilà, si vous restez simplement en Amérique latine, il faut faire tel ou tel vaccin. Si par contre vous allez en Asie, il y a d'autres vaccins à faire, donc il faut faire au cas par cas et voir un docteur. Et après, le dernier point que j'ai fait après tout ça, c'est d'acheter le premier billet d'avion. Et à partir de là, dès que vous avez une date fixe dont vous êtes sûr, il n'y a plus de retour en arrière possible. Donc là, c'est à la fois le moment le plus angoissant et en même temps très libérateur. Et c'est le moment où c'est la dernière ligne droite, il faut rendre son appart, rendre sa voiture et surtout dire au revoir à tout le monde et se préparer mentalement. Parce que c'est ça surtout le problème. C'est qu'on a beaucoup de peur avant le départ. Est-ce que je serai capable? Est-ce que je vais me faire agresser? Est-ce que je vais vivre des situations de galère ou vraiment très très compliquées, voire traumatisantes? Est-ce que je vais me plaire dans ce mode de vie-là? Est-ce que ça va pas être trop inconfortable? Est-ce que je vais tomber malade? Est-ce que je vais bien vivre ou mal vivre la solitude? Tellement de questions qui s'entremêlent, et en particulier avant un voyage solo, je pense. Donc tout ça, la plupart des peurs, faut pas que ça vous bloque, faut justement que ça vous booste et que ça vous aide à vous préparer mentalement. C'est-à-dire que moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais noté toutes mes peurs sur papier dans mon carnet et j'avais noté à côté comment je pourrais réagir si jamais ça arrivait. Et comme ça, je me suis préparée mentalement à ce que ça arrive et je me suis conditionnée moi-même en fait. Et ça m'a justement aidé à enlever ces peurs-là puisque je savais d'avance comment j'allais me préparer. Et en plus,
Franchement, les 90% des peurs que vous avez ne vont jamais arriver. Jamais. Donc autant se délester de ce poids-là, commencer à profiter et vous êtes capable d'affronter toutes les situations. Faut pas en tout cas se laisser bloquer par la peur parce que dans quelques années, ce que vous allez retenir, c'est ces expériences-là, c'est tous ces choix de vie que vous aurez faits et vous aurez plus de regrets de ne pas avoir tenté que d'avoir tenté. Donc vraiment, lancez-vous, vous n'avez rien à perdre et même je pense réellement après 1 an de voyage qu'un voyage de ce type et en particulier en solo, c'est le meilleur cadeau que vous puissiez vous faire à vous-même et ce pour le reste de votre vie. J'ai été concernée, j'ai vécu tout ça, j'ai eu toutes ces peurs et une fois que t'es dans le voyage, tu lâches tout. C'est fou, c'est vraiment... Je me rappelle du premier vol, le vol Paris-San José, où j'ai compris que ça y est, c'était le début, il n'y avait plus de retour en arrière possible. Et voilà, ça y est, c'est parti. Et après, tu vis ta journée au jour le jour, tu te réveilles. Qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui? Et tu le fais, et t'organises au fur et à mesure, et ça vient comme ça, et t'apprends sur le tas. C'est pas grave s'il te manque tel truc que t'as oublié d'acheter, tu trouveras tout là-bas. Et d'ailleurs, il y a cette question-là aussi, il y a l'équipement. Avant le départ, on se dit « Ah, mais je vais manquer de tout, je vis avec 1 milliard de choses dans ma maison, et là maintenant, j'ai plus rien, j'ai un sac à dos tout petit, où il y a 3 t-shirts, qu'est-ce que je vais faire avec ça ?» Eh ben, vous allez survivre. Et vraiment, justement, vous allez vous détacher du matériel, et c'est hyper libérateur. Quand tu te dis qu'après, tu peux vivre partout, faire de chaque endroit ta maison, avec presque rien et avec toujours les mêmes vêtements, toujours les mêmes objets, t'as tout gagné en fait. T'as compris que la richesse de la vie n'est pas dans ça, n'est pas dans le matériel. Et bon, ça fait un peu bateau de dire ça, mais c'est vrai. Du coup, pour ce qui est du sac à dos, moi j'avais le sac à dos Decathlon Forclaz Travel 100. Donc de 40 litres. 40 litres, c'est vraiment pas beaucoup, surtout pour 1 an. En fait, j'avais pris ça pour être sûre de pouvoir le passer en bagage cabine et du coup ne jamais payer de frais de bagage en soute quand je prenais l'avion. Et ça a tout le temps marché, donc ça pour le coup, j'ai pas mal économisé sur ça. Ensuite, je pense que le Forclaz 40 litres, il est hyper pratique. Peut-être pour 1 an, c'est peut-être un peu petit quand même. Peut-être qu'un 50 litres, voire un 55 ou 60 litres selon les modèles, ce serait quand même mieux, d'autant plus que au départ ne le chargez pas à fond parce que en fait vous allez acheter des trucs au fur et à mesure, pas tout le temps et pas dans chaque pays, pas forcément des souvenirs, mais des fois il va vous manquer un petit truc, vous allez acheter ça, des fois vous allez acheter de la nourriture et du coup il faudra un peu de place pour mettre son paquet de pâtes, son sel, son poivre. Oui, à la fin votre sac à dos il y a de l'huile d'olive dedans, vous comprenez pas pourquoi, bon c'est pas grave. Mais voilà, ne le chargez pas déjà de base à fond. Ensuite, je dirais qu'il faut prendre le minimum possible, mais vraiment. Ça sert à rien d'avoir des doubles, ça sert à rien d'avoir 2 leggings, 3 leggings. Non, vous t'en prends un et tu le laveras sur place. Ensuite, il faut prendre des tenues qui vont déjà ensemble de base et prenez des vêtements dans lesquels vous vous sentez bien, donc confortable et oui, des matières quand même respirantes et tout, mais surtout vous vous sentez quand même à l'aise et joli, enfin bien dans vos baskets parce que franchement au bout d'un moment être moche pendant 1 an c'est un peu chiant. Enfin évidemment on se détache du matériel et on se détache de son apparence physique, ça c'est sûr, mais vraiment au bout d'un moment vous portez que des trucs quechua, voilà quoi. Oui, ça peut être pratique en fonction des pays où vous allez. Donc, par exemple si vous allez en Argentine, oui, je pense que c'est vraiment intéressant d'avoir peut-être un legging thermique et un t-shirt thermique si vous comptez faire plein de trek. Mais si c'est pas le cas, franchement n'achetez pas ça. Donc en parlant d'équipement, il y a aussi quelques indispensables, en tout cas pour moi. Donc par exemple, c'est important d'avoir 2 cadenas à code et assez larges de manière à ce que ça passe tout le temps. Parce que des fois quand c'est trop petit, au final ça passe pas pour certains casiers. Donc ça vous permettra de fermer votre sac à dos et de fermer votre casier. Donc pour protéger tous vos effets personnels, c'est le mieux. Ensuite, il vous faut une gourde filtrante. Donc je pense que c'est bien d'investir dans une bonne gourde filtrante. Je sais qu'il y en a des pas très chères chez Decathlon, moi c'est celle que j'avais, mais au final au bout d'un moment elle s'abîme un peu, il faut changer le filtre et il y a une odeur un peu de plastique qui s'installe.
Donc moi je conseillerais plutôt d'investir dans une gourde Yuma Green. C'est vrai qu'à l'achat au début ça coûte un peu plus cher, sauf que en réalité vous allez économiser beaucoup d'argent parce que vous allez éviter d'acheter des bouteilles plastiques. Ce qui est bien, c'est que on peut vraiment, enfin ça filtre tout. On peut même prendre l'eau de la cascade, l'eau de la rivière. Je crois qu'il y a même des gens qui ont fait des treks et ils prenaient l'eau des flaques d'eau. Donc ouais, ça c'est vraiment bien et ça vous évite d'être malade parce que ça enlève toutes les bactéries, les trucs pas bons dans l'eau. Donc c'est le meilleur investissement que vous pouvez faire pour votre voyage, pour économiser, pour ne pas polluer et pour votre santé. Donc je vous mets le code en description si vous voulez commander votre gourde. Ensuite, je vous conseille d'avoir un très bon masque de nuit et aussi des boules qui donc des bouchons d'oreilles pour les longs trajets en bus, et d'avoir aussi des écouteurs Bluetooth qui enlèvent le bruit et des écouteurs filaires aussi en plus, parce que s'il n'y a plus de batterie dans vos écouteurs Bluetooth, bah du coup c'est un peu mort. Prenez quand même des tampons et des culottes menstruelles parce qu'on n'en trouve pas partout. Ça, j'ai été assez surprise. Il y a plein de pays où il n'y a que des serviettes hygiéniques, ou alors il y a des tampons mais qui coûtent extrêmement cher par rapport à la France. Donc vraiment, essayez d'en prendre. Ensuite, il vous faut une paire de tongs, une paire de chaussures de ville un peu sympa et une paire de baskets de trail pratiques. Moi j'hésitais à prendre les grosses chaussures de rando, au final j'avais une paire de trail basses et du coup c'était très bien parce que ça me faisait aussi chaussures de ville fermées. Dès qu'il pleuvait ou qu'il faisait froid le soir, bah je mettais ça pour sortir et ça allait, j'étais pas non plus à me balader en chaussures de rando. Ensuite il vous faut un poncho de pluie et si possible un Tupperware avec des couverts aussi. Il vous faut aussi une boîte à savon, on n'y pense pas mais c'est très important. Bon voilà, j'ai beaucoup parlé de la préparation avant le tour du monde. Évidemment il faut en parler, c'est des sujets importants. Maintenant on va parler de la meilleure partie, pendant. Alors sur Insta, on m'a demandé quels étaient mes pays préférés. Mais c'est trop dur de répondre à cette question. En fait, chaque pays a sa propre culture, a ses propres avantages et inconvénients. Et même au-delà du pays visité en tant que tel, c'est surtout ton expérience à toi. Tu mettrais 10 personnes dans un même pays, bah il y aurait 10 expériences totalement différentes. Donc c'est les rencontres que tu vas faire, donc les rencontres d'autres voyageurs et les rencontres avec les locaux qui vont te marquer, qui vont faire qu'à tel moment tu vas te sentir bien ou un peu moins bien. Et c'est ça surtout que tu vas retenir. Mais malgré ça, si je devais choisir quelques pays, je dirais que j'ai eu un énorme coup de cœur pour la Colombie, pour le Mexique et pour l'Argentine. Ensuite, on m'a demandé de classer les pays par catégorie. Donc, si c'est pour la nourriture, je dirais le Mexique, le Pérou et l'Argentine pour la viande. D'ailleurs, mes découvertes culinaires préférées, c'était au Mexique, c'était les quesadillas, le guacamole. Après, au Costa Rica et toute l'Amérique centrale, c'est les plantains séchés, c'est les jus de piña, donc les jus d'ananas, c'est les arroz con pollo et le fameux rice and beans, donc du riz avec les pois rouges. Ça, il y en a tout le temps à toutes les sauces. Et au Pérou, c'est arroz con camarón, le ceviche, le cocktail pisco sour. Ça, c'est trop bon. Après, en Argentine, c'est la viande cuite façon asado, mes meilleures viandes que j'ai mangées de ma vie. Le dulce de leche, le maté. Donc en fait, le maté, c'est du thé, vraiment avec des herbes, de l'eau chaude. Et ensuite, ça se met dans un récipient bien particulier. En soi, j'aime pas trop le goût du maté. Désolé les Argentins, je veux offenser personne. Mais c'est le moment, parce qu'en fait le maté ça se partage, chacun prend une gorgée et après le passe et ça fait le tour de la table et ça revient, et c'est quand ça revient qu'on dit gracias. Donc voilà, en fait tout ça ça fait vraiment partie de la culture et du côté partage qui est très très fort en Argentine. Donc c'est plus ce côté là que j'ai adoré. Et j'allais presque oublier les empanadas en Argentine, ça c'est vraiment trop bon. Après, si on retourne au classement, donc du coup pour les meilleures plages, Costa Rica, sans hésiter.
Le Mexique aussi et le Brésil, il y a vraiment des très très belles plages et des couchers de soleil et levées de soleil mais magiques. Ensuite côté nature, un peu jungle et tout ça, donc je dirais Costa Rica à nouveau, Guatemala et Brésil. Et pour les paysages en tant que tels et surtout la variété de paysages différents dans un même pays, je dirais la Bolivie, puisqu'il y a un désert de sel immense. Ensuite il y a la jungle amazonienne dans ce même pays et il y a des montagnes près de la frontière argentine, donc c'est vraiment incroyable. Et en Argentine aussi, vraiment une variété de paysages mais du nord au sud, des climats totalement différents. Et au Pérou c'est immense, c'est 4000 km de côte et du nord au sud des climats totalement différents, et donc ça c'est vraiment incroyable. Après pour le côté culture, pas forcément, je vais jamais classer la culture de tout un pays parce que ça n'a pas de sens, chaque pays a vraiment une culture qui lui est propre, mais pour les côtés de la culture la plus éloignée de la nôtre et qui fait vraiment un choc et qui du coup rend le voyage vraiment exceptionnel, je dirais le Guatemala. Moi j'ai été vraiment surprise de l'artisanat local, des couleurs, des marchés, des rites mayas qui sont encore pratiqués, de la langue maya. D'ailleurs il n'y a pas qu'une seule langue, j'ai appris qu'il y avait des milliers de langues mayas différentes qui sont encore énormément parlées au Guatemala, et tout ça, ça fait que ça m'a vraiment marqué. Ensuite, il y a aussi la Bolivie. Les femmes portent encore la tenue traditionnelle dans la rue, encore des rites, par exemple au lac Titicaca. Voilà, tout ça, ça fait que c'est très éloigné encore de notre culture. Le meilleur pays pour rencontrer les locaux les plus sympas, les plus accueillants, les plus ouverts, je dirais la Colombie et l'Argentine. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec mon classement ou pas du tout. Ensuite, les meilleurs pays pour faire la fête, Brésil, vraiment vraie culture de la fête, ça danse tout le temps, tous les soirs il y a une soirée, ça danse la samba, ça danse le forró, il y a la musique tout le temps, ça danse les pieds dans le sable, sur la plage, voilà, Brésil, vraie culture de la fête. Colombie, vraie culture de la fête aussi, musique tout le temps dans les bars, c'est à qui mettra la musique la plus fort. Les pays les plus faciles au niveau des transports, le Pérou pour le coup ça se fait hyper bien en bus, c'est quand même bien touristique, donc le trajet qui est totalement tracé, et c'est des très bons bus puisque les distances sont énormes, donc en fait c'est des bus de nuit mais avec un vrai lit, tu baisses ton siège au maximum, t'as carrément un petit rideau, il y a vraiment des très bonnes compagnies de bus comme par exemple Cruz del Sur, tu dors vraiment, donc en plus t'économises sur ta nuit d'hostel. Après les meilleurs pays pour voir des animaux, j'aurais dit Costa Rica, nager avec des tortues, j'ai vu des crocodiles, des oiseaux, j'ai vu des toucans, plein de singes, donc voilà, Costa Rica vraiment le paradis des animaux. Et le Brésil aussi, c'est très sauvage, c'est vraiment la jungle partout tout le temps. Et Bolivie et le nord de l'Argentine pour tous les animaux comme par exemple les guanacos, les vicuñas, donc tout ce qui ressemble un peu à des lamas, en tout cas de la même famille. Après les pays avec les meilleures villes, j'aurais dit le Canada, j'adore Montréal, le Pérou, l'Argentine à Buenos Aires, le Chili avec Santiago et le Brésil avec Rio. Et du coup on m'a aussi demandé dans quelle ville je me verrais peut-être vivre plus tard, et j'aurais dit toutes ces villes là parce que justement comme c'est des grandes villes, il y a toutes les opportunités on va dire professionnelles, avec tout le confort qu'on connaît, avec notamment des VIE, donc c'est-à-dire pouvoir s'installer là-bas en tant qu'expatrié en travaillant pour une boîte française. Ensuite il y a l'offre de PVT, permis vacances travail, qui marche dans ces pays là. Et après c'est quand même des villes où il fait bon vivre, où il y a de la nature, où il y a des parcs et qui est bien desservi en transport, donc on peut aller visiter facilement le reste du pays sans problème. Mais à l'heure actuelle je sais pas du tout si je veux m'installer dans ces pays là, parce que voyager dans un pays c'est pas du tout la même chose que s'installer en tant qu'expatrié pour y vivre, parce que bah forcément il y a d'autres problématiques qui viennent se poser, la sécurité sociale, trouver un travail, trouver un logement, les conditions sanitaires du pays, les conditions politiques et sociales, donc tout ça c'est des choses à prendre en compte, et ça fait que pour l'instant je ne sais pas du tout si je me verrais vivre à l'étranger, j'en sais rien du tout, mais pourquoi pas. Ensuite on m'a demandé comment j'ai fait pour traverser tout un continent, quel transport j'ai pris. En gros j'ai tout fait en bus, j'ai fait aussi pas mal de stops, notamment au Costa Rica.
À l'aise. À l'aise. J'ai plus d'eau. Non mais mets-toi le stop. Le stop de la muerte. Je sais qu'en Argentine ça peut marcher aussi, mais pour descendre la Patagonie ou la remonter, il y a beaucoup de concurrence parce que les bus sont extrêmement chers et il y a plein de gens justement qui tentent l'expérience de l'autostop, donc pour le côté économiser de l'argent, mais aussi pour l'expérience en tant que telle parce que c'est incroyable, c'est le meilleur moyen de rencontrer des locaux, de vivre des choses totalement folles et de se laisser porter et de comprendre le vrai sens du mot voyage. Ensuite, on m'a demandé comment je vis le retour à la réalité, on va dire. Déjà, ça va, je le vis bien. Je suis pas nostalgique, je suis pas en mode oh là là, j'aimerais trop revoyager tout de suite, non. Déjà, du coup, j'ai dû rentrer en France en novembre pour 2 mois, donc ça m'a préparé au vrai retour. C'est-à-dire que c'est le moment où j'ai pu faire la surprise à mes proches. Donc ça c'était un moment vraiment génial, j'ai gardé le secret du fait que j'allais rentrer et comme c'était pas du tout prévu que je rentre à ce moment-là, personne s'y attendait. Et ça a été vraiment un bon moment, malgré les conditions un peu tristes, puisque voilà, j'ai dû rentrer pour des raisons familiales, des raisons de santé en plus, donc c'est forcément un moment difficile. J'avais l'impression d'abandonner mon projet en fait, puisque j'ai tout mis en place dans ma vie pour réaliser ce tour du monde, et c'était mon plus grand rêve. Donc là, de devoir rentrer comme ça brutalement, et sans savoir s'il y aurait une suite, c'était un déchirement parce que c'était voilà, j'avais tout mis en place dans ma vie pour réaliser ce rêve. Là j'y étais et je devais en quelque sorte renoncer à mon rêve. Donc ça a été très dur à gérer, mais au final j'ai tout de suite su que j'allais bientôt repartir parce que j'avais un gros sentiment d'inachevé. Je savais que je voulais finir mon voyage, que j'avais d'autres projets en fait. J'avais pour projet à la base de traverser toute l'Argentine, de descendre toute la Patagonie et d'arriver jusqu'à Ushuaia, donc le bout du monde. Après Ushuaia, il n'y a plus rien, il n'y a que l'Antarctique. Et donc je savais que je voulais faire ça, je savais que je voulais voir Buenos Aires, la capitale de l'Argentine. Je savais ensuite que je voulais traverser une partie du Brésil et arriver à Rio. Et au final, tout ça a commencé à faire son bout de chemin et quand la situation s'est arrangée, j'ai pris à nouveau un billet pour recommencer mon aventure et la finir proprement. Et du coup, au final, j'ai fait tout ça et j'ai réalisé ces rêves-là. J'ai été à Ushuaia, au bout du monde. J'ai été ensuite jusqu'à Rio. Et ça, c'était fou. Et du coup, maintenant, je me sens bien. Parce que justement, j'ai cette fois ce sentiment d'achever. Non pas que ce soit le dernier voyage de ma vie, ça y est c'est fini. Bah non, en fait c'est pas fini, c'est juste une page qui se tourne. Voilà, la vie n'est pas finie, j'ai encore 1000 projets, j'ai encore 1000 choses à faire, 1000 choses à tester, plein de pays que j'aimerais visiter et c'est une page de ma vie, c'est pas du tout fini. Et voilà, ce sentiment d'achever, j'ai réalisé les étapes principales que je m'étais dites. Je l'ai fait en fait, j'ai fait ça. J'ai traversé tout un continent, toute seule, pendant 1 an. Je sais pas si vous réalisez. Moi, je me dis, c'est incroyable quand même. Moi, j'étais pas du tout partie pour faire ça à la base. J'avais ma petite vie posée et tout ça. Et ben si, je l'ai fait. J'ai nagé avec des tortues. J'ai sauté en parapente, j'ai gravi des montagnes, j'ai gravi des volcans, j'ai dormi en campant en haut de sommets à 5000 mètres. Voici la lagune Churup et le glacier derrière. C'était dur la marche. C'était vraiment dur. Et là, on n'est qu'à la moitié puisque maintenant il y a la redescente. Et on n'est même pas à la moitié puisqu'il y a un autre lac à aller voir. Et
c'est magnifique. Franchement, la réflexion là du... Oh là, c'est trop beau. C'est magnifique. Je crois que j'ai jamais vu ça de ma vie. C'est trop beau. Je suis contente d'être là. J'ai vu des paysages tellement variés et totalement incroyables. J'ai dormi 4 jours dans la jungle amazonienne avec des tarentules juste à côté de moi. J'ai dormi 5 jours dans un désert de sel. C'est salé? Oui, c'est vrai. C'est du sel aussi? Oui. J'ai dormi chez l'habitant sur une île flottante faite en roseau au Pérou. J'ai fait un trek de 5 jours où j'ai marché comme une dingue jusqu'à arriver au Machu Picchu. Surtout, j'ai rencontré plein de gens, plein de personnes qui sont aujourd'hui devenues de vrais amis. Et ça, c'est le plus important pour moi. Tout ça, ça me marquera à vie. Du coup, après tout ça, mon sentiment, c'est vraiment un sentiment de fierté. Je suis fière de moi. Je suis fière de l'avoir fait. J'en ressors totalement grandie. C'est quelque chose que je garderai, je pense, pour toujours. Ce sentiment de fierté et d'accomplissement. Et quand j'aurai des moments de doute, ben, je relirai mes carnets. Je re-regarderai mes vidéos et je me dirai tu l'as fait quoi, tu l'as fait. Et du coup, avec tout ça, on m'a demandé concrètement c'est quoi mes projets d'avenir, qu'est-ce que j'ai envie de faire après tout ça. Je vais être honnête, pour l'instant je suis totalement perdue. Est-ce que je veux vivre en France ou à l'étranger? Est-ce que je me lance en tant que freelance? Est-ce que je me lance dans un taf salarié? Pour l'instant je n'ai pas les réponses. J'espère refaire une vidéo dans quelques mois où je vous dirai ça y est les gars, j'ai trouvé toutes les réponses à mes questions, je sais exactement ce que je vais faire de ma vie, je sais exactement comment être parfaitement épanouie et heureuse dans ma vie. Non, en vrai, je pense que ça n'arrivera jamais. Je pense que on peut se donner les moyens de réaliser tous nos rêves et d'avoir un maximum de cases cochées pour être le plus heureux possible. Je pense que tout est une question de se donner les moyens, mais surtout de tenter des choses et de lutter contre ses propres barrières mentales. Parce que c'est surtout ça, parce que franchement, la vie des autres et tout, le risque et tout, on s'en fout un peu. Il y aura toujours moyen de retomber sur ses pattes. J'ai pas envie de m'oublier non plus, j'ai pas envie d'oublier tout ce que ce voyage m'a apporté. Et ça pour moi ce sera le principal, trouver une voie professionnelle, lieu de vie, relation, etc. qui soit en accord avec la nouvelle version de moi-même, qui va continuer d'évoluer d'ailleurs. Et ça c'est le plus important pour moi. Je pense que cette vidéo est déjà extrêmement longue. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a été utile. Partagez-moi surtout vos expériences de vie, de voyage, vos projets futurs ou les voyages que vous avez faits par le passé. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Je suis super curieuse de vous lire et d'avoir vos retours. N'hésitez pas aussi à aller faire un tour sur la chaîne. Il y a déjà plein de vidéos en ligne sur les différents pays que j'ai traversés et plein d'autres à venir puisque maintenant que je suis rentrée, j'ai le temps de me mettre à fond sur la création des vidéos. Pensez aussi à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Sur ce, moi je vous dis bisous et à la prochaine.